l'ANSEM. Nous ouvrons ce jour la 11e réunion du comité scientifique temporaire relatif à la réévaluation du pictogramme qui figure sur le conditionnement extérieur des médicaments tératogènes ou phétotoxiques. Et nous poursuivons aujourd'hui les auditions publiques au sein de ce comité. Pour mémoire, la position d'un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments ou produits a été mise en place en France depuis l'apparition du décret du 14 avril 2017. La Direction générale de la santé a missionné l'ANSM afin d'actualiser et compléter l'état des lieux issu des précédentes concertations qu'elle avait menées auprès des différentes parties prenantes et de réévaluer les critères conduisant à la position d'un pictogramme. Le cas échéant, il pourra être proposé des modifications du dispositif d'apposition du pictogramme, y compris en ce qui concerne sa représentation figurative. C'est donc dans ce cadre et à cette fin que nous avons créé ce comité pour accompagner l'ANSM et appuyer ses décisions. La méthodologie des travaux est construite collégialement avec les membres du comité et ce CSP est piloté par la direction de la surveillance de l'ANSM. Les travaux que nous menons interviennent donc 9 années après la mise en place du dispositif et ils s'intègrent dans notre politique de santé publique, médicaments et grossesse menée par l'agence. Pour la bonne tenue des débats, je remercie chacun de fermer son micro lorsqu'il n'a pas la parole et de demander la parole en se servant de l'outil Zoom. Et pour la réunion d'aujourd'hui, nous auditionnons Madame Marine Martin, présidente de l'APESAC, l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation afin qu'elle puisse présenter les résultats de l'enquête intitulée quel impact les divers pictogrammes relatifs à la grossesse sur les boîtes de médicaments mandatées par la PESAC et réalisées par l'Institut de sondage Ipsos sur les pictogrammes femmes enceintes qui sont actuellement apposés sur les boîtes des médicaments tératogènes et phétotoxiques. Donc, nous vous remercions, Madame Martin, pour cette deuxième audition et cette présentation donc spécifique des travaux que vous avez missionnés. Je vous informe que la société Ipsos a été contactée par nos soins pour présenter son enquête à vos côtés, Madame Martin, mais elle n'a pas donné suite. Merci beaucoup, Madame Martin, nous vous écoutons. Ce temps sera suivi, bien sûr, de questions-réponses avec les membres du CST. Bonjour à tous, je vous remercie pour cette audition. D'abord, je souhaitais préciser en préambule que durant tout le process de réévaluation du pictogramme, je n'ai jamais été tenue au courant des discussions de ce CST, des documents de travail qui ont été étudiés, des analyses éventuellement ou des documents études faisant référence à l'impact du pictogramme. Donc, je n'ai eu accès à aucun de ces documents. La seule chose qui m'a servi de base de travail, ce sont les comptes rendus de l'agence de santé qui sont rendus publics sur le site de l'ANSM. J'ai été donc, comme vous l'avez précisé, Madame Mounier, auditionnée une fois, mais visiblement dans les comptes rendus que j'ai pu lire, aucun des éléments que je n'avais apportés n'a été repris par la suite ou même discuté en CST. Alors j'ai envoyé des slides pour présenter le résultat de ce sondage Ipsos. D'abord, je voudrais expliquer pourquoi effectivement on a commandé un sondage Ipsos. C'est suite à un communiqué de presse de l'Académie nationale de pharmacie qui date du 30 septembre 2019 qui indiquait que le pictogramme serait trop fréquemment utilisé sur les produits dont le risque n'est pas avéré, ce qui le rendrait contre-productif. N'ayant aucun élément tangible qui laisse penser que le pictogramme dans leur forme actuelle n'était pas bien compris par les patientes, j'ai donc, avec la PESAC, commandé ce sondage Ipsos. D'autre part, à la suite de la communication lors de ma précédente audition de l'étude de Déborah Bertrand, qui s'intitule « Évaluation et impact des pictogrammes grossesse apposés sur les conditionnements extérieurs des médicaments », enquête auprès de 281 femmes, j'ai regardé cette étude et donc après avoir discuté avec le conseil scientifique de la PESAC, il nous semblait que cette étude ne soit pas très représentative et orientée puisqu'elle avait été faite auprès de femmes enceintes ou en âge de procréer. Donc voilà, orientée parce qu'elle a été faite à la sortie de cabinets gynécologiques. Elle exclut notamment la population qui avait été visée par le pictogramme, à savoir les gens ne parlant pas bien le français
ou ne les lisant pas bien, il y a de l'illettrisme en France quand même, ça arrive. Non représentative parce qu'elle était sur un échantillonnage faible de 281 personnes et également extrêmement genrée puisqu'il s'agit que de femmes et dans une zone géographique de la France bien déterminée, le nord de la France. D'autre part, je trouvais que cette étude était également discutable dans la mesure où elle a été réalisée par une étudiante sage-femme en dernière année de formation et non une statisticienne ou une épidémiologiste, pardon. Et donc, en plus, il n'y avait pas eu de comparaison entre les deux pictogrammes qui sont actuellement en service, en circulation, le rond barré et le triangle. Donc, tous ces éléments m'ont fait penser que finalement, on n'avait pas d'éléments tangibles qui nous permettaient d'affirmer que ces pictogrammes n'étaient pas bien compris par la population. Et donc, j'ai commencé à faire des devis. Donc là, on était au printemps 2023. La slide suivante, s'il vous plaît. Pour savoir effectivement si ces pictogrammes étaient bien compris, mais effectivement, j'ai repris dans les éléments qui m'ont servi par la suite pour ce sondage des questions qui avaient été abordées dans la seule étude dont je disposais, donc de Déborah Bertrand. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a eu 3 devis qui ont été proposés, celle d'enquête et opinion à 4 700 €, IFOP à 7 008, mais ça, c'était hors taxe sur ces 2 tarifs, et l'Ipsos à 6 500 € TTC. Donc, après avoir discuté avec mon conseil scientifique, finalement, c'est le sondage Ipsos qui a été retenu. Et avant de passer à la fin à vos questions, je préfère prévenir que je ne suis pas statisticienne et que donc je ne répondrai pas aux questions concernant le domaine de la statistique, car je n'ai pas de compétences requises pour ça. Malheureusement, Ipsos a décliné l'invitation de la NSM. De toute façon, il y avait 2 questions qui se posaient, c'est que leurs services sont payants et en plus, le fait que l'audition soit publique, visiblement, ne leur convenait pas. Je pense que Ipsos est un institut de sondage voilà, connu et reconnu. Vous avez eu cette petite slide qui sont dans les présentations qui m'ont été rendues. Je veux dire, c'est pas contestable. Donc, pour moi, c'est aussi un choix qui a guidé vers celui-ci plutôt qu'un autre. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc moi, enfin, je vous ai fourni voilà les résultats du sondage qui font une 30aine de pages, je ne sais plus. Donc je ne vais pas reprendre page par page le sondage Ipsos. On verra un petit peu plus loin la synthèse qui est intéressante. Et puis moi, ce qui m'a intéressé là, c'est que au retour de ce sondage Ipsos, il fallait que je le compare avec la seule étude dont je disposais. Et donc, c'est cette étude-là. Donc, oui, j'ai écrit que nous avons pu lire dans les comptes rendus de la NSM, et notamment les CST, que la NSM avait fait réaliser une étude. J'ai demandé à avoir accès à cette étude. Malheureusement, ça m'a été refusé. En tout cas, ça m'a pas été envoyé. Et donc, la seule étude de référence que j'ai, c'est celle de Déborah Bertrand pour pouvoir comparer un petit peu les 2 résultats de Ipsos et de cette étude. Donc, voilà, elle a été faite en février-mars 2019 contre la mienne en juin 2023, donc un petit peu plus récente. On peut imaginer que les femmes, du coup, ont davantage vu ce pictogramme et il est plus familier. La population, comme je vous l'ai dit, ce sont des femmes enceintes et en âge de procréer, alors que dans mon sondage Ipsos, il y a des hommes, des femmes. C'est un sondage omnibus, donc je pense que tout le monde connaît, mais si c'est pas le cas, c'est-à-dire que ce sont des questions qui ont été intégrées dans une foule de questions. Donc avant, ils ont peut-être eu des questions, j'en sais rien, sur le tabac ou l'alcool ou la vente de téléviseurs, et après d'autres questions sur le prix de l'immobilier. Donc vous voyez, ça s'intègre dans des questions assez diverses. Le nombre de personnes, donc c'est 280 contre 1000 dans le sondage Ipsos. Donc là, on commence à avoir un échantillonnage intéressant. L'âge, dans l'étude de Déborah Bertrand, c'était 18-45 ans contre 18-75 ans.
l'échantillonnage, là où encore, est plus large. Et les questions, elles étaient au nombre de 22 dans la première étude et 23, dont 11 concernant le pictogramme. Les autres questions concernent justement les CSP, les CST, pardon, catégories socio-professionnelles, les revenus, etc., etc. Mais ça, vous avez pu y avoir accès, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour vous montrer que cette étude, elle est sérieuse et on peut s'appuyer dessus. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on retient de l'étude? C'est qu'effectivement, dans l'étude de Déborah Bertrand, on voit que apparemment 79 des personnes interrogées disent ne pas savoir à quoi il correspond, contre 95% dans le sondage Ipsos qui associe correctement aux femmes les pictogrammes sur les boîtes de médicaments. 84 le trouvent utile et 7% uniquement le trouvent anxiogène. Dans le sondage de Déborah, on nous annonce 77,2% qui arrêteraient leur traitement, ce qui m'étonne assez, puisque quand on relit le détail de l'échantillonnage, je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont arrêté le traitement pendant l'étude. Et dans le sondage Ipsos, on n'est plus qu'à 26 qui arrêteraient leur traitement. Et j'ai envie de dire, heureusement, parce que dans ces médicaments-là, il y a des médicaments de confort, je ne sais pas, du Dolirum ou des choses comme ça, qui effectivement, c'est logique qu'elles arrêtent leur traitement. Donc c'est logique qu'il y ait un pourcentage un peu élevé puisqu'il y a des médicaments de confort. Ensuite, la compréhension du rond barré, encore une fois, moi je n'étais sans information pour l'étude de Déborah Bertrand. Par contre, dans le sondage Ipsos, 84% associent bien à une interdiction de consommation, donc en termes un peu plus médical, une contre-indication, bien sûr. Ensuite, la comparaison du triangle donc de femmes enceintes. Alors, il faut revenir juste un petit peu et préciser que en juin, enfin un petit peu avant, puisque les questions ont été travaillées en mai, je savais déjà que vous alliez partir sur une gradation de couleurs, puisque j'avais pu le lire dans les comptes rendus. Donc, j'ai supposé qu'effectivement la couleur rouge serait retenue, le orange également. Voilà, bon, j'avais mis du vert pour l'autre, parce que je ne savais pas exactement ce que vous retiendrez comme autre couleur. Est-ce que ce serait jaune, vert? Finalement, ce sera bleu, visiblement. Voilà, eh bien, 42% associent correctement le pictogramme au danger, mais on voit que le triangle sur fond rouge lui fait concurrence à hauteur de 31%. Donc, ça veut dire que finalement, le pictogramme, qu'il ait un fond rouge ou qu'il ait un fond blanc, est globalement bien compris comme étant un danger. Ça, c'est important. C'est pas donc associé à une contre-indication, à une interdiction. Donc, c'est peut-être bien la preuve, selon moi, de l'utilité de cette distinction entre les 2 pictogrammes. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, j'ai repris la synthèse que vous avez pu lire. Alors, donc, c'est un peu redondant un petit peu sur certains aspects avec ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que les Français trouvent ces pictogrammes familiers et donc les associent bien à une femme enceinte, 95%, et les trouvent utiles à 84%, et seulement 5% les considèrent comme anxiogènes, ce qui est relativement faible. Lorsqu'on regarde dans le détail ces pictogrammes qui sont présents sur les boîtes de médicaments, ils génèrent principalement 2 types de réactions chez les femmes. Plus de la moitié chercherait à se renseigner auprès d'un professionnel de santé, 64%, ce qui était le but recherché, et plus d'un tiers s'informerait afin de connaître les risques potentiels, 35%. Vous savez qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'informations sur les risques des médicaments sont quand même accessibles sur Internet, et qu'il suffit de taper demande de RCP pour un médicament pour l'obtenir, même si on n'est pas médecin ou pharmacien. 26% donc arrêteraient toutefois ce traitement sans même consulter. Le pictogramme rond barré avec femme enceinte est clairement associé à l'interdiction pour 84%. C'est celui qui correspond le mieux au message médicament plus grossesse égale interdit, effectivement, la contre-indication, et 83%, c'est même le plus adapté lorsqu'il s'insère dans une cartouche complétée d'un message rédigé. Donc, je pense que ce message est clair. Le pictogramme triangle rouge sur fond blanc associé au danger est plus équivoque. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. S'il est le logo qui correspond le mieux pour 42% des Français, ce médicament plus grossesse égale danger, le pictogramme triangle sur fond rouge lui fait concurrence à hauteur de 31%, notamment auprès des plus jeunes. En revanche, inséré dans une cartouche et complété du message rédigé, le pictogramme triangle est considéré comme le plus adapté par 71% des Français.
Donc, enfin, moi, j'ai tendance à dire que la cartouche associée à l'image apporte quand même quelque chose et qu'elle devrait être conservée. Le pictogramme au sein du cartouche associé au message danger pousserait près de la moitié des Français, 48%, à discuter avec un professionnel de santé et 21% à arrêter le traitement sans consulter. Encore une fois, je rappelle qu'il y a des médicaments de confort. Quant à lui, le pictogramme au sein de la cartouche associée au message interdit pousserait moins de personnes, 39%, à en discuter avec un professionnel de santé. En revanche, il pousserait plus de personnes à arrêter le médicament de leur propre chef, 30%. Auprès des femmes âgées de 18 à 45 ans, les logos existants sont plus souvent reconnus, effectivement. Donc, ça fait comprendre que les personnes plus âgées sont moins habituées et comprennent peut-être moins concernées, comprennent moins ce pictogramme. Voilà pour les grandes lignes de ce qui ressort des questions qui ont été posées. Slide suivante, s'il vous plaît. Moi, ce que je comprends pas dans cette réévaluation, c'est que finalement, les médecins sont plutôt d'accord avec ces pictogrammes. Et là, je cite Sophie Bauer, la présidente des syndicats de médecins libéraux, qui dit: c'est absolument incroyable de remettre en question ces pictogrammes. En ce qui me concerne, je trouve qu'ils sont très bien compris par le public. Pour nous, plus c'est simple, mieux c'est. Voilà, ça a été déclaré dans la presse. C'est pas moi qui l'invente. Vous le retrouverez assez facilement. Et pareil, cette personne-là justifie ces modifications comme un dédouanement des laboratoires pharmaceutiques de toute responsabilité. Il sera difficile de trouver un responsable en cas de problème. Pour nous, les précautions avec les femmes enceintes sont capitales. Je les invite même pendant la grossesse à faire attention aux produits cosmétiques qu'elles utilisent parce qu'ils sont bourrés de perturbateurs endocriniens. Alors, les laisser prendre des médicaments sans sécurité maximale, pour moi, c'est non. Et moi, j'avoue que quand j'ai lu lors des comptes rendus des CST, notamment celui de juillet 2023, que effectivement les termes avaient été modifiés, que quand il n'y avait pas de message, d'informations significatives pour suggérer qu'un médicament était dangereux, vous avez construit une définition de non suggéré qui me lève complètement sans voix. Je vous la relis quand même à haute voix parce qu'il faut bien en prendre conscience si on explique ça ou si un médecin est obligé de lire ça à sa patiente. Bien qu'il soit impossible d'exclure complètement un risque, différents niveaux de certitude peuvent être atteints selon le nombre de grossesses exposées avec des résultats connus à partir d'études cliniques permettant de conclure que les données cliniques disponibles ne suggèrent pas l'existence d'un risque de troubles du neurodéveloppement. J'ai pris l'exemple du neurodéveloppement. On finit de lire la phrase et on se dit, j'ai rien compris, quoi. Et j'ai rien compris parce que ça veut tout dire et rien dire. Et je trouve que cette phrase illustre particulièrement bien ce que Sophie Bauer dit précédemment, c'est-à-dire que oui, enfin, c'est peut-être dangereux, mais ça ne l'est pas, mais ça l'est peut-être un petit peu, mais quand même, on ne sait pas tout à fait. Donc là, quand on parle de dédouanement des laboratoires pharmaceutiques, on est en plein dedans. Et moi, j'attire l'attention de la NSM à se dire, bon, quand on aura posé une phrase comme ça dans un RCP, la responsabilité, elle va se tourner vers qui? Elle va se tourner vers l'agence. Voilà, donc, enfin, moi, je mets en garde l'agence de certains dangers. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, on a vu les médecins, mais on voit également les pharmaciens qui déclarent que jusqu'ici, la grille de lecture est simple. Barré dit que c'est interdit dans un triangle, que c'est dangereux. Cela dépend de ce que donc le CST souhaite mettre en place, mais je ne vois pas comment être plus clair. Donc c'est pour ça que voilà, moi je reste aujourd'hui dans l'incompréhension de l'existence de cette réévaluation. Là, je ne sais pas si vous avez reçu, pour ceux qui sont médecins ou pharmaciens, récemment, le moniteur du pharmacien, celui du 16 décembre, donc vraiment qui est tout récent. On voit bien que même dans un magazine adressé finalement aux pharmaciens, le pictogramme est mis en avant et que ça ne gêne absolument pas d'ailleurs la publicité du produit. Là, je rappelle qu'il s'agit quand même de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens sans ordonnance, qui a un pictogramme de rond barré, pas de possibilité donc, puisqu'il est en vente libre, d'avoir accès à un médecin. Hein. Donc, justement, enfin, l'information est relativement claire. Je trouve que ce pictogramme est très protecteur et le remplacer par un triangle rouge apportera de la confusion. Je vous renvoie au sondage Ipsos
et ne suggérera pas la contre-indication, en fait. Hein. Le danger, c'est contre-indication. Le danger, c'est dans un langage grand public. Hein. Nous, on parle bien de contre-indication. Et voilà, et vous êtes, enfin, il y en a plusieurs des médicaments comme ça hein, qui sont sans ordonnance. Donc, et voilà ce que je disais au début, là, enfin, la publicité utilisant le rond barré est la preuve que le pictogramme n'est pas anxiogène, sinon les publicitaires, ils ne s'amuseraient pas à le mettre en avant. Voilà, c'est que il est bien admis dans la population générale. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, les parlementaires également s'inquiètent de cette modification. Donc, je reparlerai de la sénatrice Madame Guidez qui avait posé la question le 11 mai 2023. Pendant des années, l'absence de signalétique a été trompeuse, faisant croire aux patientes que le médicament était un produit comme les autres, sans danger. Ce pictogramme fait partie des informations capitales pour anticiper et parfois même éviter aux femmes enceintes de recourir aux avortements médicaux. Or, cette réévaluation intervient sans qu'aucune difficulté notable de compréhension n'ait été signalée par les patientes. En conséquence, pourquoi et de quelle manière le comité scientifique temporaire de l'ANSM entend réviser ces pictogrammes clairs, simples à comprendre et utiles à la prévention des risques? Un retour en arrière n'est pas envisageable et risquerait d'entraver le consentement éclairé des patientes. Bon, je ne peux que être d'accord avec ce qui a été dit par Madame la sénatrice. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc moi, j'ai quand même analysé vos discussions pour quand même pouvoir alerter les membres de la commission de ce qui me semblait quand même extrêmement risqué. Donc je pense que un système de gradation de type Nutri-Score, comme j'ai pu le lire dans les derniers comptes rendus, avec une déclinaison de couleurs selon le niveau de connaissance de risque avéré, suspecté, non déterminé, non suggéré, et une imposition sur tous les médicaments. Pour un médicament de bénéfice non déterminé, une gradation basse ne risque-t-elle pas de valoriser le médicament? Enfin, la gradation ne prend pas en compte le contexte de soins, notamment la prescription versus l'automédication. Enfin, ramener donc ce Nutri-Score aux produits finalement alimentaires et les dangers chez la femme enceinte en apposant deux signalétiques totalement différentes, la comparaison voilà, avec l'alcool chez la femme enceinte est beaucoup plus pertinente. Les conséquences des fétopathies à l'alcool sont beaucoup pour moi plus semblables aux médicaments tératogènes que, par exemple, les problèmes que pourrait engendrer effectivement la nourriture, quoi. Donc, l'utilisation de cette gradation ne serait pour moi pas adaptée car elle ramène le médicament au niveau de danger de la consommation d'un produit alimentaire. Et par exemple, si on prend l'exemple de la fraise Tagada, parce que souvent on représente les médicaments en rose. Si elle a un mauvais Nutri-Score rouge avec eux, parce qu'elle comporte beaucoup de sucre, elle n'est cependant pas dangereuse pour le bébé à naître. Donc, comme le dit l'ANSM, et je reprends les slogans de l'ANSM, le médicament n'est pas un produit ordinaire. Or, pourquoi les rapprocher des produits alimentaires? Voilà, c'est la question que je me pose. Et d'autre part, le Nutri-Score, c'est quand même le résultat d'une démarche de recherche s'appuyant sur des études scientifiques comparatives dans 12 pays qui ont démontré leur utilité après une vraie stratégie de développement sur plusieurs années par des équipes universitaires de nombreux professionnels chevronnés. Comment l'ANSM va faire sans études comparatives et après une année de discussion pour prétendre que ce dispositif est adapté et efficace. J'ai bien vu que vous vouliez faire un test en focus group, mais pour moi, ce ne sera pas suffisant pour expliquer la pertinence du dispositif quel que soit le résultat. Donc, moi, je préconise, si véritablement vous partez sur un Nutri-Score, d'étendre des études comparatives et pas uniquement se baser sur un test focus group. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît. J'ai lu également dans les comptes rendus que éventuellement les CST avaient envisagé la représentation figurative du fœtus dans le pictogramme femme enceinte.
Moi, ça me pose plusieurs problèmes. Premièrement, la lisibilité, parce qu'on est sur des boîtes de médicaments. Donc, effectivement, actuellement, les pictogrammes font 1 centimètre. J'avais demandé à ce que ce soit mis dans la loi pour que, justement, on n'ait pas comme sur l'alcool, des bouteilles, des petits pictogrammes de quelques millimètres. Donc, de toute façon, 1 centimètre, c'est pas gros. C'est pas gros, et représenter un fœtus le rendrait illisible. D'autre part, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que dans l'imaginaire collectif, c'est quand même le symbole des pro-life. Alors, les pro-life, c'est les anti-avortements. Et voilà, j'interroge l'ANSM sur n'avez-vous pas peur que l'ANSM soit vue comme une institution anti-avortement, revenant ainsi sur le droit des femmes à disposer de leur corps, au moment même où l'exécutif, en France, prône l'inscription de la liberté garantie du recours à l'avortement dans la Constitution. Donc, moi, voilà, j'alerte l'ANSM sur les dangers d'inclure un fœtus dans une représentation figurative de femme enceinte. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît. Il y a des questions d'ordre pratique. Comment allez-vous faire si vous mettez un pictogramme type Nutri-Score pour le mettre sur des blisters de médicaments, hein, qui sont extrêmement petits, voilà. Avez-vous pris en compte, puisque vous parliez le fait que le pictogramme ne soit pas connu, qu'il soit explicité par les praticiens, les médecins, les pharmaciens d'officine, alors qu'actuellement, on est en déficit de médecins et de pharmaciens de manière très importante. Donc, pensez-vous réellement que dans les faits, dans la pratique, ils prendront le temps d'expliquer le nouveau pictogramme pour expliquer ce qu'il veut dire? Et d'un point de vue réglementaire, moi, je me pose plusieurs questions, puisque l'ANSM va-t-elle communiquer auprès de l'Agence européenne du médicament ce potentiel nouveau décret qui va sortir, qui va modifier la forme du pictogramme? Est-ce que ça ne pose pas un problème réglementaire? Par exemple, si on compare avec, puisque sur la dépakine, ce rond barré va demeurer, hein, puisqu'il a été choisi au niveau européen. Et donc qu'il va disparaître par contre sur le topiramate ou l'isotrétinoïde. Donc c'est une inéquité pour moi de traitement face à des médicaments qui sont hautement tératogènes, avérés. Et donc, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des poursuites judiciaires à l'encontre de l'agence pour une tromperie aggravée par rapport à une information qui devrait être identique sur ce type de produit? Et une information trompeuse, quoi. Donc moi, ça me pose question, cette inéquité. Et enfin, voilà, ce pictogramme de rond barré est utilisé partout en Europe, hein. Donc sur les boîtes de médicaments, il est utilisé aux États-Unis par la FDA. Donc là, la boîte, c'est de l'isotrétinoïde représentée. Alors, vous voyez, le pictogramme, il est un petit peu différent du français. C'est une femme en entier avec un rond barré au niveau du ventre. Mais enfin, voilà, c'est un pictogramme qui a été créé et qui est reconnu dans le monde entier, qui est utilisé sur plein de choses, voilà, y compris sur... oui, j'ai oublié de le préciser, ça, je me rends compte. Sur les boîtes de camembert, on voyait bien qu'il y a le Nutri-Score, et puis sur le Roquefort, il y a un pictogramme de femme enceinte barrée, donc c'est bien que ces deux informations complètement différentes. Et là, le fait de supprimer ce pictogramme de rond barré pour partir d'un nouveau dispositif ex nihilo qui n'a été éprouvé par personne, pour moi, c'est incompréhensible, quoi. C'est extrêmement dangereux et grave. Voilà. Je crois que j'ai fini. La dernière slide, c'était juste, j'avais remis le document de prescrire. Voilà. J'espère que j'ai à peu près tenu les délais. Ça me semble à peu près correct. Je me tiens à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, Madame Martin, pour cet exposé très clair. Juste quelques points, donc je le rappelle, hein, je l'ai dit dans mes propos liminaires. Ce comité scientifique temporaire n'a pas fini ses travaux. Et effectivement, comme vous le disiez, nous avons encore plusieurs étapes. Alors, on a parlé de focus group, on a aussi prévu une consultation publique à l'issue des travaux du CST.
Et bien sûr, je le redis, l'avis du CST est là pour éclairer les décisions de l'ANSM, mais après, effectivement, il y aura bien, comme demandé par la Direction générale de la santé, une proposition de l'ANSM. Donc, les travaux ne sont pas terminés, et donc c'est d'autant plus intéressant, bien évidemment, d'avoir votre retour sur l'état des réflexions à ce jour. Je le rappelle aussi, puisque vous mettez évidemment le doigt sur un certain nombre de points fondamentaux, et notamment sur l'information, l'accompagnement des professionnels de santé, et évidemment aussi des patients, des patientes, du grand public. Et nous avons dans le projet un accompagnement très large qui sera prévu, hein, avec une campagne de sensibilisation, d'explication, et puis bien évidemment à destination des professionnels de santé directement concernés, un certain nombre d'actions, parce que vous avez raison, il est tout à fait nécessaire, même si on ne change rien, d'expliquer et de réexpliquer, puisqu'on voit que voilà, certaines fois, les choses ne sont pas nécessairement forcément complètement comprises. Pardon. Juste concernant effectivement le cadre de nos travaux, hein, on travaille bien sûr dans le cadre réglementaire et législatif qui est le nôtre, et donc en lien avec la réglementation européenne. Et effectivement, on a une certaine latitude pour, au niveau national, décider de eh bien, la forme que peut prendre un certain nombre d'avertissements et un certain nombre de messages sur les boîtes. Et bien sûr, nous avons prévu de tenir au courant l'EMA, et donc de s'inscrire bien sûr dans ce cadre-là. Voilà pour ces quelques éléments. Je propose que l'on ouvre la discussion avec les membres. Donc, merci aux personnes qui souhaitent poser des questions à Madame Martin de le faire avec l'outil, voilà, la main levée, pour que ce soit plus facile à nous pour les repérer. Par contre, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas de main levée à ce stade. Si. Ah bah, Monsieur Mandelbrot, pardon, mon écran est trop petit. Monsieur Mandelbrot, nous vous Non. écoutons. Merci. Bonjour à tous. Non, j'avais pas levé la main, mais puisque personne la levait, je voulais poser une question à Madame Martin sur le sondage Ipsos que vous avez présenté. Alors, vous avez bien dit que vous n'êtes pas féru de statistiques, donc c'est pas une question vraiment très technique, mais quand même, les données que vous avez présentées semblent un petit peu discordantes avec non seulement l'étude que vous avez citée, mais d'autres études qu'on a pu voir concernant la compréhension des personnes cibles. Et vous avez bien dit que ces questions étaient posées à un public très général de Français, pas particulièrement concernés par la grossesse. Et donc, une des réponses, par exemple, était que, je crois, seuls 7%, enfin, il y avait la proportion de personnes qui considéraient que le pictogramme était anxiogène était de 7%, par exemple. C'est parmi les différentes questions. Quelle était la proportion chez les femmes en âge de procréer et chez les femmes enceintes de ce pourcentage de anxiogènes comparativement à la population non enceinte ou de personnes âgées Vous avez euh, tout le détail dans les slides qui sont présentés dans les 36 pages du sondage Ipsos. Comme ça, il faudrait que je le réouvre sur un autre ordinateur. Donc, vous ne pouvez pas Vous répondre. pourriez regarder cette population-là. Vous êtes- non. Voilà, mais comme ça de mémoire, je ne peux pas vous le dire. Mais justement, enfin, moi, je pense que même si, par exemple, c'est moins bien compris, je sais pas, enfin, c'est plus anxiogène chez les femmes que chez les hommes, de toute façon, la population masculine est importante puisque quand on conçoit un enfant, normalement, on le fait à deux et qu'effectivement, le père peut avoir, enfin, doit avoir son mot à dire dans l'idée de devenir père. Donc, moi, ça me choque pas que, enfin, et même justement, enfin, dans les discussions des CST, j'ai pu voir que des fois, ce qui était reproché, c'est que, bah voilà, on n'avait pas l'avis des hommes et qu'il fallait prendre l'avis de tout le monde, ce que je pense logique. Un enfant, ça se conçoit à deux, ça se conçoit pas tout seul.
Je ne sais pas, vous allez pouvoir regarder les filles, les résultats. Bon, je vais essayer d'avoir exactement le truc, mais encore une fois, je pense que enfin, les slides saucissonnent les trucs par tranche d'âge. Donc, il doit y avoir les éléments de réponse dans les dans une des 36 slides de présentation. Merci, Monsieur Mandelbrot. Merci, Madame Martin. Monsieur Vial, vous aviez une question pour Madame Martin. Oui, bonjour Madame Martin. Non, alors en fait, je souhaitais avoir un éclaircissement de votre part sur la position systématique ou non d'un pictogramme sur toutes les boîtes de médicaments. Non, j'arrive pas à savoir si vous soutenez cette proposition de le mettre systématiquement ou de le réserver qu'à des médicaments qui poseraient un risque avéré. Alors, mon point de vue personnel, bonjour Monsieur Vial, je vous remercie. C'est qu'il n'y a pas de nécessité de mettre un pictogramme quand on n'a pas d'éléments. Voilà, parce que ça risque de mener à la confusion. Je vous avoue que j'ai un peu souri quand j'ai vu que vous vouliez faire un pictogramme bleu. Je l'ai surnommé personnellement le pictogramme Schtroumpf. Parce que bon, je suis de la génération des Schtroumpfs et effectivement, pour moi, ça n'indique pas, pas de danger. Voilà, enfin, ça n'est pas compréhensible. Donc, je pense que l'absence fait dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas, donc on ne met pas de pictogramme. Alors, finalement, vous êtes un peu en contradiction avec les propos de la sénatrice que vous nous avez montré, disant que pendant des années, l'absence de signalétique a été trompeuse, faisant croire aux patientes que le médicament était un produit comme les autres et sans danger. Non, parce que c'est pas parce qu'on ne sait pas que c'est pas dangereux. Voilà, on va pas mettre ou bien il faudrait trouver un pictogramme, mais vraiment qui soit parlant, qui illustrerait que on ne sait pas. Et pour Notre... moi, ni le vert ni le bleu ne correspond Oui, à ça. Pourquoi? Parce que le vert, c'est démarrer, vous pouvez y aller. Ce serait dire de manière certaine que le médicament. Or, on sait très bien qu'on met sur le marché des produits dont on n'a pas aujourd'hui le retour, puisqu'on ne teste pas les médicaments chez les femmes enceintes. Le bleu, pour moi, encore une fois, c'est la mer, le soleil. Enfin, bon, je sais pas. En tout cas, ça ne signifie pas qu'une absence de risque non plus. Ces deux coloris. oui, Donc, on ne met pas quand on ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Et voilà. Mais en tout cas, on est sans information. Et je préfère, il vaut mieux qu'un médecin ou un pharmacien dise, écoutez, madame, il n'y a pas de pictogramme. Et comme dit finalement prescrire, les médicaments sont dangereux, enfin, je sais plus, jusqu'à preuve du contraire. Donc, effectivement, par défaut, il faut s'abstenir, sauf, voilà, jusqu'à ce que des études révèlent éventuellement une possible toxicité, quoi. Merci, Madame Martin. Monsieur Bentebil. Merci, Madame Martin. Juste quelques précisions par rapport aux travaux du CST. Vous aviez, sur votre dernière slide, fait un focus sur la question d'un picto sur le blister. Juste pour préciser, alors comme vous le savez, on a, dans le cadre de ces travaux-là, nous avons regardé au niveau international, un benchmark a été réalisé, l'idée étant de donner des éléments aux membres du CST, des éléments factuels et que les membres du CST puissent avoir connaissance de ce qui se fait au niveau international et rester sur une ouverture. Donc, à ce stade, cette question de pictogramme sur le blister n'est pas actée, hein. L'idée étant de prendre en considération l'ensemble des éléments pour que le CST se positionne sur une proposition finale qui aujourd'hui n'est pas connue, n'est pas finalisée, et par la suite entamer une consultation publique. Mais voilà, bon, là aujourd'hui, vous avez pu nous présenter à quelques éléments votre point de vue et on est dans la démarche de prendre en considération l'ensemble des éléments des parties prenantes. Mais sachez que, j'ai donné cet exemple-là sur le blister, mais sachez que pour ce qui est de l'ensemble de ces travaux-là, là, aujourd'hui, on est en cours, le CST, hein, je parle au nom du CST, on est en cours
de construction de ce qui peut être le futur dispositif. Encore Oui, merci justement, pour votre présentation. Je rebondis sur ça parce que effectivement, enfin, quand vous avez présenté en début, vous avez parlé de les conditionnements extérieurs. Donc, je me pose toujours la question, est-ce que le blister est inclus dans cette réévaluation ou pas? Parce que là encore, ce serait une inéquité si il y avait voilà, une information sur la boîte extérieure et pas la même à l'intérieur. Voilà, de toute façon, il doit y avoir une certaine logique, j'imagine, qui doit être respectée. Oui, merci beaucoup. Et effectivement, l'exemple américain nourrit les réflexions. On n'avait pas forcément cette idée-là au départ, mais comme le disait M. Benkebil, le CST est en train de construire sa proposition finale en prenant en compte ce point et en prenant en compte, bien évidemment, votre retour et les retours que nous aurons, encore une fois, quand nous aurons consulté plus largement les parties prenantes. Pardon, il y avait une demande de prise de parole. Monsieur Massardier, votre main est très pâle, je ne la voyais pas, pardon. Bonjour, merci pour cette présentation. Vous retrouvez à peu près, en tout cas ce sondage, à peu près un quart des patientes qui arrêteraient le médicament, si j'ai bien compris, et vous nous avez dit, oui, mais beaucoup sont des médicaments de confort. Est-ce que justement, vous l'avez fait tester pour essayer de faire une différenciation pour les médicaments, ou est-ce que c'est votre point de vue de dire que les patientes auraient arrêté simplement des médicaments de confort? Parce que c'est vrai que notre position médicale est forcément plus inquiète quand un patient, une patiente arrête un médicament qui n'est pas un médicament de confort. Oui, c'est tout à fait juste. Alors, effectivement, le sondage Ipsos nous a coûté très cher pour une petite association comme la nôtre, 6 500 €. C'est un montant monstrueux. Donc, on a été limité au niveau des questions sur le pictogramme, donc je n'ai pu qu'en poser que 11. Voilà, j'aurais bien aimé rentrer un petit peu plus dans le détail de la population. Et savoir, mais comme encore une fois, là, enfin, il y avait des hommes, des femmes, il n'y a pas de précision sur est-ce que c'est une maladie en ALD ou pas ALD. Vous voyez, enfin, c'était compliqué de rentrer dans les détails, d'autant plus que, enfin, financièrement, ça aurait fait un coût encore plus important. Mais ce qu'on a fait, parce que votre question est juste et je me la suis posée, c'est qu'une fois que les questions ont été faites avec le sondage Ipsos, on a pris ces mêmes questions et on est allé les poser aux familles de l'association que je gère, donc qui sont orientées, des familles de victimes, des familles d'antiépileptiques et de bipolaires. Voilà, et le résultat était, Miranda, combien chez les familles de la PESA qui arrêteraient le traitement? 20%. 20%. Les mêmes questions ont été posées, donc on était à 20% chez notre population. Voilà. Non, je cache rien, je vous mens pas, je peux me envoyer le même sondage. Voilà, donc oui, ça reste effectivement important. Après, vous savez, enfin, là, on va repartir sur un débat, mais il y a des femmes épileptiques qui ont la chance de pouvoir arrêter leur traitement. Pas toutes, mais dans ma population, moi, je sais que j'ai l'exemple d'une famille que je connais bien, qui a eu 2 enfants qui sont handicapés suite à la prise de Dépakine. Pour la 3e grossesse, elle a arrêté parce qu'elle avait une épilepsie de type absence. Et comme elle m'expliquait, je bug. Donc, je m'arrête et puis je reprends. Voilà, donc elle n'a pas pu travailler pendant cette période-là, mais voilà, elle a pu arrêter son traitement. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que quand elles ont eu des enfants handicapés, forcément, elles sont rentrées dans un processus de réévaluation du médicament et certaines ont pu arrêter le traitement parce qu'en fait, ça avait été une épilepsie juvénile et voilà. D'autre part, on a quelques bipolaires quand même et encore une fois, pour la bipolarité, le valproate de sodium aujourd'hui est complètement contre-indiqué. Il ne devrait même plus être prescrit pour ces pathologies-là. Donc, voilà. Bon, je suis d'accord avec vous que ça reste un problème, mais encore une fois, ça fait 9 ans, Madame Monnier l'a rappelé, que le dispositif est là. Il n'y a pas eu de fait divers qui dit attention, il y a une femme qui est morte parce qu'elle a arrêté son traitement vital, quoi. Donc moi, je trouve que la longévité du pictogramme peut justement donner
donner quand même quelques indications. Et après, l'étude de Déborah Bertrand, relisez-la dans les détails, il donne 77%, sauf que, en fait, alors c'est pas très clair, je crois qu'il y a 2-3 personnes qui ont arrêté le traitement sur les 281, donc ça correspond pas à 77, vous voyez. Donc, moi, je pense que là, c'est un petit peu surestimé, et donc cette question-là reste importante, mais voilà, 9 ans de pictogramme, pas de décès, enfin, moi, j'ai pas lu ça quelque part, quoi. Donc, voilà. Merci, Monsieur Massardier, merci, Madame Martin. En effet, c'est un point majeur, hein, et l'agence, dans l'ensemble de ses communications, de ses informations, veille à ce qu'il n'y ait pas d'arrêt sans discussion avec son professionnel de santé. Et donc, merci pour cette information complémentaire, hein, de ces 20% auprès des membres de la PESAC. C'est important d'avoir cette information, d'où, on se le disait, vous nous le soulignez, l'importance, de toute façon, quelle que soit la décision finale, de refaire de l'information, de la communication, en effet, sur ce dispositif, puisqu'on ne peut pas se satisfaire de taux aussi importants, et on en est, je pense, tous d'accord. Alors, on a un petit peu dépassé le temps prévu. Néanmoins, s'il y a des questions, bien évidemment, nous les prenons pour Madame Martin. Alors, je ne crois pas. Il nous reste à vous remercier encore pour cette deuxième audition, Madame Martin. Merci pour votre temps. Puis à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, puisque voilà, c'est encore devant nous. Également. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Alors, on va clore l'audition publique et on se retrouvera ensuite à huis clos avec l'ensemble des membres.